Bonsoir à tous. Pour commencer cette émission, je voudrais commencer par citer Henry Ford. Henry Ford qui était un industriel américain du début du XXe siècle et qui disait les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan d'une entreprise. Ces deux choses, ce sont sa réputation d'une part et ses hommes d'autre part. Alors les hommes, il va en être beaucoup question dans cette émission puisque nous allons parler de restructuration, un débat qui est organisé en partenariat avec Entreprises et Progrès. Alors qu'est-ce que c'est qu'Entreprise et Progrès? C'est une association qui regroupe 120 entrepreneurs. Plus qu'une association, c'est un think tank, désolé pour l'anglicisme, 120 entrepreneurs et dirigeants de toute taille, d'entreprises de toute taille et de tout secteur, et qui sont convaincus qu'il n'y a pas de développement économique sans développement social. Et l'année dernière, cette association s'est particulièrement intéressée au thème des restructurations positives avec la CFDT, entre autres. On va en reparler. Ces restructurations, elles font partie du processus permanent de destruction et de création qui caractérise les formes modernes du capitalisme. Et contrairement aux idées reçues, elles ne sont pas systématiquement synonymes de plan social. En revanche, pour que ces restructurations soient bien vécues par les salariés, il faut qu'elles soient pensées avec eux. Nous allons aborder ce soir ce sujet de la responsabilité éthique des entreprises avec trois invités. Frédéric Bonneton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur et directeur associé chez MCR Consultants. Vous êtes l'auteur de ce livre que je présente qui s'intitule « Bien décider en moins d'une heure ». Vous intervenez en tant qu'expert dans l'amélioration de la performance du capital humain auprès de grands comptes, mais aussi de moyennes entreprises. Et le slogan, la devise de MCR, c'est « Si votre performance dépend des hommes, alors il faut la penser pour les hommes ». Cette approche rejoint beaucoup l'ambition du Collège des Bernardins qui est de replacer l'homme au centre. Père Baudouin-Roger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-directeur du département de recherche économie hommes et société au sein du collège. Vous êtes ancien élève de l'école polytechnique, ancien élève de l'ENS des techniques avancées et du CPA, et vous avez été ordonné prêtre à Paris en 2003. Vous avez, vous aussi, publié, on n'est malheureusement pas votre livre entre les mains pour le montrer, mais on peut le trouver facilement, c'est le titre « L'entreprise, forme de la propriété et responsabilité sociale ». Vous avez publié d'autres articles, toujours sur ce thème, que ce soit la grande déformation de l'entreprise sous la pression financière, qui est paru dans la revue Problèmes économiques, ou encore la confiance, un fondement de l'économie. C'est un sujet qui est cher à votre réflexion, la confiance. On va en reparler tout à l'heure. Et enfin, pour parler de ce sujet des restructurations, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Michel Rességuier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes quant à vous président de Prosphère et vous êtes chargé de diriger des entreprises en péril. Vous m'expliquez qu'il n'est pas rare que vous en dirigez 10 en même temps, pas tout seul peut-être, effectivement, on en reparlera. Et vous êtes un très grand spécialiste des entreprises en difficulté. Alors tout comme Frédéric Bonneton, je le précise, vous êtes membre de cette association, de ce think tank que j'évoquais, Entreprises et Progrès. Je vous propose dans une première partie, pour planter le décor, que nous abordions le sujet de ce que sont les restructurations. On commence avec vous, Michel Rességuier, que ce soit chez Areva, chez Sony ou encore chez Sanofi. On en a beaucoup parlé récemment. Ces restructurations sont largement évoquées. Il n'y a quasiment pas un jour sans que les médias nous abreuvent de ces sujets, ne parlent de restructuration. Ces restructurations, est-ce qu'elles sont toujours nécessaires ? Oui, en général, quand les entreprises engagent ce type de processus, c'est que c'est nécessaire. La question, c'est est-ce que c'est ajusté ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne rien faire. Voilà. La question, c'est est-ce qu'on fait ce qui est juste pour pérenniser les activités, puisque la responsabilité d'un chef d'entreprise, la responsabilité ultime, et dans tous les pays du monde, pour une fois on n'est pas dans l'exception culturelle française, c'est la pérennité des activités et non pas d'ailleurs la pérennité de l'entreprise. Il y a une nuance entre les deux, évidemment. C'est le business et pas la personne morale qui a créé ce business. Bien sûr. Alors, est-ce que quand une entreprise n'est pas assez performante, je m'adresse à vous, Frédéric Bonneton, quand une entreprise n'est pas assez performante, est-ce que ça signifie obligatoirement que c'est parce que le modèle est périmé ? Obligatoirement, peut-être pas. Il y a heureusement souvent d'autres raisons. Mais ce qui est certain, et je veux dire, c'est certainement ce qui a suscité chez Entreprises et Progrès cette volonté de réfléchir, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas vu ce qu'on appelle un business model, c'est-à-dire un modèle d'entreprise qui n'est pas en train d'exploser. C'est-à-dire quand vous prenez l'automobile, aujourd'hui on sait que le plus grand concurrent de l'automobile ce sont les réseaux sociaux, que vous prenez la distribution évidemment avec Internet, vous prenez la pharmacie, la banque, n'importe quel secteur d'activité, le modèle change. Et donc quasiment la restructuration est nécessaire. Bon, c'est vrai qu'autour du mot restructuration, juste pour finir,
le champ lexical est assez large. Ce qu'on dit restructuration, ça peut vouloir dire réorganisation, ça peut vouloir dire mutation, transformation, reconversion, enfin voilà. Et en dehors de ça, il y a un deuxième champ lexical qu'on entend derrière, c'est licenciement, dommage social, emploi, etc. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que quand on parle de restructuration, il y a souvent une dimension négative. Alors justement, vous avez cherché à comprendre les restructurations positives, mais dans l'imaginaire collectif, il y a quand même cette dimension négative qui est associée. Extrêmement négative d'ailleurs. Enfin, si vous faites un test dans la rue en demandant restructuration, vous aurez une réponse négative. Et ce qui nous a beaucoup intéressé dans la réflexion qu'on a eue chez Entreprises et Progrès, c'est qu'on s'est rendu compte que cet aspect négatif était, alors là, pour le coup, une exception franco-française. Vous allez en Allemagne, vous allez ailleurs, la restructuration n'est pas un mot négatif. Comment est-ce que vous expliquez qu'en France, on ait cette perception que manifestement nous n'avons pas ailleurs ? Il y a beaucoup de raisons, enfin beaucoup. On en a en tout cas, nous, identifié certaines. D'abord, le manque de dialogue social, on va y revenir. Ce qui fait que quand on annonce une restructuration, on a l'impression que c'est une surprise mauvaise. Donc ça, c'est évidemment un facteur extrêmement important. Il y a eu un effet très politique. Nous, on a voulu réagir à ce qu'on appelait l'effet Montebourg, où dès qu'on annonçait une restructuration, on le voyait dans la presse, on mettait l'entreprise au pilori. On se souvient de Michelin, on se souvient de beaucoup d'entreprises. Et voilà, donc là, cet effet, ce qu'on appelait les licenciements boursiers, qui aujourd'hui, on a démontré que ça n'existait pas, les licenciements boursiers. Quand vous annoncez un licenciement, même s'il y a un effet immédiat de hausse du cours de bourse dans la journée, dans les 2 jours, ça descend, et dans les années qui suivent, ça ne marche pas. Donc cet effet licenciement boursier, c'est très franco-français, en fait. Donc voilà, c'est ces 2 facteurs qui ont vraiment... Qui expliquent cette perception. En partie. Père Baudin-Roger, selon un rapport qui date de 2009, donc c'est pas si vieux, 60 à 75% des restructurations se traduisent par un échec imputable non pas à la stratégie, mais à la dimension humaine. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est l'entreprise est-elle condamnée à péricliter si on passe par là? Quelles sont les alternatives? Et est-ce que finalement, en faisant évoluer les compétences, on ne pourrait pas éviter d'en arriver à des issues qui sont parfois fatales? Je crois que ce que vous évoquez manifeste simplement que la première richesse de l'entreprise, ce sont les hommes, et donc ce sont eux qui créent, qui inventent perpétuellement l'avenir de l'entreprise. Je crois qu'il faut voir l'entreprise comme un organisme en perpétuelle transformation, évolution. Alors, lorsque l'évolution est gérée, en quelque sorte, elle suppose pas mal de changements de compétences des gens, éventuellement d'embauche, quelquefois de réduction d'effectifs. Lorsqu'on dispose de temps, ça peut se faire de manière assez fluide, en quelque sorte. Le problème, c'est que lorsque on est contraint par des réalités économiques et qu'on n'a pas le choix, comme ça a été le cas d'un certain nombre de grands groupes, par exemple PSA il y a 1 an et demi, il faut être beaucoup plus rapide et beaucoup plus brutal. Alors après, dans la manière de mener ces restructurations, ce sera un autre sujet, mais c'est clairement... Alors, ce que je voudrais quand même ajouter aussi, c'est que lorsqu'on arrive à ces extrêmes, c'est-à-dire qu'on ne dispose pas de temps suffisant pour fluidifier, enfin, organiser la transformation de façon fluide, eh bien, il y a souvent des questions à se poser sur les erreurs stratégiques, un défaut d'anticipation, voire même une succession de lâcheté. Vous voyez, quand une entreprise va bien et que finalement elle se laisse aller à embaucher un petit peu trop ou à laisser les salaires filer, il suffit que la concurrence se durcisse et on se trouve dans une position critique. Alors c'est vrai que des dégâts humains, sociaux, malheureusement il y en a souvent, mais comment faire pour qu'ils soient finalement aussi peu nombreux que possible, voire qu'il n'y en ait pas? Est-ce que c'est possible? Alors, je crois que le but de tout dirigeant, c'est d'éviter ces situations, disons, de restructuration au sens où le public le comprend, c'est-à-dire avec plan social, etc. Mais en même temps, c'est la vie normale d'une entreprise que d'évoluer en permanence pour justement éviter ces périodes critiques, en quelque sorte. Frédéric Bonneton, vous intervenez plutôt avant ou après les restructurations. Vous, Michel, plutôt pendant, on va dire. J'arrive avant. Avant aussi, d'accord. Alors, je la conduis. Alors, je m'adresse à vous deux. Il y a une loi en France qui est la loi dite du 14 mai 2013 sur la sécurisation de l'emploi. Cette loi, elle permet à des entreprises qui sont confrontées à, je cite le texte, de graves difficultés conjoncturelles, de négocier pour une durée de 2 ans des baisses du temps de travail et des baisses de salaire éventuellement en échange d'un maintien des effectifs. Est-ce que, selon vous, c'est un bon moyen pour limiter la casse? Moi, mon avis, c'est que ça traite une toute petite proportion des entreprises qui ont besoin de se transformer. Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit sur l'effet retard. Je me souviens
d'une table ronde avec un grand syndicat qui est la CFDT, qui disait on comprend bien que les entreprises ont besoin d'évoluer, mais honnêtement, dans la plupart des cas, on pouvait le voir 5 à 10 ans avant. Je souscris totalement à ce propos. Et du coup, le sujet n'est plus de faire des économies pour sauver quelques emplois. Le sujet est vraiment de modifier le modèle économique de l'entreprise considérée. Et donc, ça vient toucher ses qualifications fondamentales, sa raison d'être fondamentale, son identité, enfin des choses qui... c'est pas un petit bargain entre quelques emplois et quelques économies. Et d'ailleurs, dans ce processus de transformation, moi, je trouve que les équipes vivent toujours, au fond, le même parcours que le processus de deuil qui avait été décrit par le docteur Elisabeth Kubler-Ross aux États-Unis il y a quelques années. Et effectivement, dans ce processus-là, il y a un moment, la phase dite de négociation, avant d'accepter la réalité. Et je trouve que cette loi, elle traduit exactement ça. C'est-à-dire, on va bargainer quelques économies contre quelques emplois. Mais le sujet, c'est jamais quelques économies. Oui, moi je dirais que... Parce que cette loi, je pense qu'elle est extrêmement positive, mais elle permet à des entreprises de passer une période disons, de conjoncture qui est très mauvaise, comme elles en ont connu en 2008, où beaucoup d'entreprises ont vu leur chiffre d'affaires divisé par 2, voire plus. Et alors, ça permet de lisser ces passages, mais ça ne peut pas durer plus de 1 an, 6 mois. Alors, lorsqu'on parle de restructuration, on est sur un autre problème. Dans le cas qu'on vient d'évoquer, le problème est à l'extérieur, c'est le marché qui, pour des raisons indépendantes de l'entreprise, s'effondre. Les restructurations, elles répondent à un autre type de problème, c'est une inadaptation organisationnelle, technologique, etc. de l'entreprise. Et là, ces mesures-là ne sont probablement pas la bonne solution. Alors, quelle est la responsabilité éthique de l'entreprise? Quelle est la place de l'homme dans ce processus de restructuration? Frédéric Bonneton, est-ce qu'il y a une bonne manière d'annoncer des restructurations ou des suppressions d'emplois? On peut faire le parallèle avec un médecin qui serait amené à annoncer une maladie grave, ou à une mère chargée de parler à son enfant. Comment est-ce qu'on écoute les réactions? Comment est-ce qu'on essaye de préparer ses employés? Comment on fait pour ne pas les mettre forcément devant le fait accompli? Quelle est la bonne méthode? Alors ça, c'est... Qui veut répondre? Il y a plusieurs aspects dans votre question. Peut-être on y viendra aussi, mais nous, on pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait un dialogue social en amont. Donc, alors, soit je l'ai eu, à ce moment-là, je suis dans la bonne méthode, soit je ne l'ai pas eu, et à ce moment-là, comment j'annonce brutalement donc, peut-être je peux répondre à ces deux aspects. Si on est capable aujourd'hui de créer un dialogue avec les partenaires sociaux, avec les collaborateurs sur une éventuelle restructuration, à ce moment-là, on est déjà dans l'anticipation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a constaté nous, c'est que la violence de la restructuration, c'est dû à ce qu'on n'anticipe pas. Et donc, c'est comme si vous allez chez le médecin, je vous annonce, vous avez un cancer. C'est très violent et il faudra tout. Alors là, c'est toute l'étape de j'encaisse, etc., etc. Si on anticipe, alors évidemment, c'est toujours violent de l'annoncer, mais en tout cas, on peut peut-être éviter d'arriver dans quelque chose de très violent. Et donc, on a les fruits de notre réflexion chez Entreprise et Progrès, ça a été de créer ce qu'on appelle un stress test. C'est-à-dire un questionnaire que l'entreprise va pouvoir partager avec ses partenaires sociaux en disant si demain, il y a une innovation majeure qui vient faire qu'on perd 20% de notre activité, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les gens fragiles? Quels sont les métiers de demain? Est-ce qu'on a anticipé? Est-ce qu'on a l'argent? Comment on va communiquer? Et en fait, on amène l'entreprise à aborder ces sujets-là autour d'un questionnaire. Et ça, c'est vraiment important parce que vous parliez de la loi de l'ANI. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'ANI, les entreprises se doivent de parler stratégie avec les partenaires sociaux. Et donc, on a une opportunité de le faire intelligemment en utilisant cet outil. Voilà. Alors, vous dites, on parle de stratégie, mais Michel Rexegui, on parle souvent des restructurations justement comme un terme technique. On aborde la stratégie, on décrit un mécanisme. Pourtant, ces restructurations, elles touchent l'homme au plus profond de lui-même, au plus profond de son quotidien. Ça impacte son environnement familial, amical, sa réputation, éventuellement son logement. Et l'enjeu de ce débat, c'est aussi de mettre en avant les hommes qui sont au cœur de l'entreprise. Donc, si elles sont nécessaires, parfois elles le sont, vous le disiez, comment faire pour bien les vivre et comment réaliser au mieux ce travail de deuil que vous évoquiez en filigrane, comment réaliser ce travail de deuil qu'impliquent ces restructurations. Alors,
Moi, ce qui me paraît vraiment déjà important de dire en préalable, c'est que dès lors qu'on touche à l'emploi, et l'emploi est un monstre sacré dans ce pays, hein, plus que dans d'autres, Frédéric a un peu développé pourquoi, ça ne peut pas être pour faire des économies. Ça, c'est pas pensable. Et ça sert à rien. D'accord ? Et nous, on arrive trop souvent dans des entreprises qui, au fond, tels les malades du XVIIe siècle, ont été saignés, hein, mais en fait, sans modifier le modèle économique. Donc finalement, on demande à moins de personnes de faire plus de la même chose, et cette même chose produit la mort enfin, en tout cas la maladie à ce stade, et potentiellement la mort de l'entreprise. Donc c'est juste absurde. Alors, le dialogue social, pour reprendre l'expression utilisée par Frédéric, à mon avis, il doit se situer entre tous les salariés. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un travail collectif d'identification de qu'est-ce qui, dans nos croyances sur notre raison d'être de cette entreprise, n'est plus vrai, ne correspond plus à l'appel. Je vais utiliser un terme vocationnel, j'espère ne pas perdre les auditeurs en parlant comme ça, mais l'appel du monde vis-à-vis de cette entreprise. Dit autrement et de manière plus simple, moi, il y a une question que je pose toujours aux salariés, et que je leur pose à tous, hein, je les réunis tous, c'est supposons que par magie, et sans que ça vienne impacter votre vie justement, l'entreprise disparaisse demain matin, est-ce qu'il manque quelque chose sur Terre ? Alors, on va découvrir toujours que oui, parce qu'elle a des clients. Donc elle sert à quelque chose, cette entreprise. Mais elle ne sert pas forcément à ce à quoi elle croit servir ou de la façon dont elle croit servir. Il y a un problème de perception parfois. Voilà. Et donc, à ce moment-là, évidemment, si on décide de retirer des services ou des produits, parce qu'effectivement, là, on n'est pas adapté pour correctement servir le monde qui en a besoin, parce que d'autres le font beaucoup mieux que nous et qu'on n'est pas prêt de les rattraper, alors il y a une logique, évidemment, à enlever des salariés qui sont dédiés à cette activité-là. D'ailleurs, des salariés directs, mais aussi des indirects, évidemment. Un peu de compta, un peu de RH, un peu de mètre carré, un peu de... Voilà, il n'y a pas que des salariés, mais en tout cas, il y a une cohérence à ce moment-là. Et à ce moment-là, cette cohérence, elle devient... Elle est toujours aussi douloureuse, en réalité, pour les salariés, en français spécialement, hein, parce que là, on a un vrai problème national, hein, qui est le rapport à l'emploi, encore une fois. Mais au moins, c'est pas perçu comme injuste, quoi. Au moins, ça a du sens. Sur ces questions de responsabilité éthique de l'entreprise, je pense que c'est fondamental d'avoir le point de vue de la doctrine sociale de l'Église sur ces sujets. Et je me tourne vers vous, Père, parce que c'est vrai que faire face à la concurrence des marchés, c'est bien. D'innover dans une logique de performance, de rendement, c'est bien. Mais quelle est la place de l'homme dans tout ça? Et que dit la doctrine sociale de l'Église sur ces sujets? La doctrine sociale de l'Église parle de l'entreprise comme communauté de personnes. C'est l'existence de cette communauté qui est un bien en soi. Et parmi ses finalités premières, il y a l'existence, la pérennité de cette communauté. Et donc, qui suppose qu'elle trouve les conditions économiques correspondantes non seulement à sa survie, mais au déploiement. Alors, dans ce cadre, dans la doctrine sociale, on dit que le profit est un bon indicateur du bon fonctionnement de l'entreprise. Moi, je vais un petit peu plus loin en disant le profit est nécessaire parce que c'est le sang qui permet le développement d'entreprises, l'autofinancement d'entreprises. La croissance se fait par autofinancement et donc il faut qu'elle soit profitable. Et plus elle est profitable, plus elle peut se développer et plus il y a donc d'opportunités pour les employés de cette entreprise. Alors, j'ajoute un petit élément parce que on a parlé de restructuration qui sont liées à des difficultés, disons, structurelles de l'entreprise. Il y a quand même aussi des cas qu'on ne peut pas totalement occulter. Ce sont des entreprises qui, d'un point de vue de leur business et économique, de leurs produits, etc., sont bien positionnées, mais qui, pour des raisons diverses, sont dans une structure financière qui les a fragilisées. Alors, ça peut être le cas d'entreprises qui ont subi des LBO ou des successions de LBO. Ça peut être le cas d'entreprises dans lesquelles des actionnaires activistes viennent demander d'exprimer des économies à court terme pour faire monter le cours et faire du profit à court terme. Alors là, vous voyez, on touche à un autre problème qui est beaucoup plus difficile. Vous évoquez aussi une question qui est celle des indicateurs économiques. Et je pense qu'un des vrais sujets, c'est, je me tourne vers vous, Frédéric Bonneton, comment faire en sorte pour que ces indicateurs économiques ils soient alignés avec les indicateurs sociaux? Ou le contraire. Ou le contraire. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'effectivement, si j'ai des indicateurs sociaux d'optimisme, de bien-être, de motivation, j'aurai des indicateurs économiques qui seront bons. Et en général, ça marche plutôt dans ce sens-là.
Je faisais référence à des doctrines comme celle du toyotisme, hein, une doctrine qui décrit une réalité qui prévalait, je le rappelle, dans les usines Toyota dans les années 60, qui avait d'ailleurs été très critiquée par un journaliste japonais qui avait dénoncé une usine du désespoir. Donc il y a une vraie pertinence à tenter d'aligner les différents indicateurs. Est-ce que pour les entreprises, c'est un vrai sujet, comme on dit aujourd'hui ? Je ne sais pas, vous parlez de Toyota aujourd'hui, dans l'industrie, c'est quand même un modèle de ce qu'on fait aujourd'hui. Je fais référence à Toyota des années 60. Des années 60, oui. Tout le monde progresse, hein, c'est bon signe. Enfin, je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais en tout cas, pour rebondir sur ce que vous disiez, il n'y a pas que les indicateurs financiers qui amènent à une restructuration, il y a des éléments forts, et vous parliez de communication tout à l'heure. Je vous donne un exemple. Vous êtes une entreprise... vous êtes une usine en France d'un groupe international. Le groupe international décide de lancer un nouveau produit. Dans quelle usine va-t-il le fabriquer ? Bonne question. Donc il lance un appel d'offres interne sur toutes ces usines. D'accord ? Quelle que soit d'ailleurs la qualité des indicateurs sociaux dans l'usine. Mais bon, s'il y a une bonne ambiance, c'est mieux que s'il y a des grèves tous les 3 jours, hein, c'est clair. Et une usine dans le monde va remporter l'appel d'offres. Si ce n'est pas vous, c'est pas très bon signe. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir d'investissement chez vous, etc. Donc c'est pas très bon signe. Il va y avoir un deuxième appel d'offres dans les 3 ans à venir sur un autre nouveau produit. Et si vous ne le gagnez pas, vous êtes quasiment certain que dans les 5 ans qui viennent, votre usine va fermer. Donc à partir de là, soit je ne dis rien. Et pourquoi je ne dis rien ? Parce que je suis manager nommé tous les 3 ans et que dans 3 ans, je serai dans un autre pays. Pourquoi engager l'usine dans une restructuration ? Soit on m'oblige à une forme de dialogue et à ce moment-là, je commence à chercher d'autres clients que les clients du groupe. Comment je peux me restructurer ? Et on a des tas d'exemples d'usines qui ont fermé, qui ont été repris dans un autre business et qui ont complètement fonctionné. Donc voilà, cette notion d'obliger la discussion, d'obliger à l'anticipation, elle est forte. Et après, effectivement, pour gagner des appels d'offres internes, si j'ai des indicateurs sociaux qui sont performants, je pense que effectivement, j'aurai un alignement de la performance. Enfin, Alors, quand on parle d'indicateurs sociaux, on a tendance à parler de l'aspect salarié, mais on oublie souvent de parler des patrons. Et pareil, lorsqu'on pense restructuration, on pense souvent grands groupes. Pourtant, elles sont aussi le quotidien des PME. Donc, c'est vrai que dans ces représentations, dans ces dynamiques, je veux dire, les représentations jouent un rôle clé. Le patron n'est pas toujours le méchant. Enfin, il faut sortir un peu de ces logiques très simplistes, hein, souvent véhiculées par les médias. Et je voudrais aborder un rapport qui a été publié par l'Observatoire à Maroc sur la santé des dirigeants de PME et qui révèle, j'avoue avoir été moi-même surprise par ce chiffre, qui révèle qu'un patron de PME se suicide tous les 2 jours. C'est astronomique comme chiffre. Comment est-ce qu'on peut soulager les patrons embêtés des souffrances psychologiques liées au fait de devoir licencier les employés ? Comment est-ce qu'on peut les accompagner ? Enfin, une des difficultés majeures qui d'ailleurs explique le défaut d'anticipation, c'est que le dirigeant a fondé sa légitimité sur un savoir-faire, bien plus que sur une responsabilité de la communauté. Hein ? Autrement dit, je pense qu'on sera d'accord pour dire que, je sais pas quoi, moi, l'abbé d'une abbaye n'est pas forcément le plus compétent pour, je ne sais quoi d'ailleurs, pour faire le miel ou faire tourner l'entreprise, pour ramener de l'argent, etc. Bon. Donc souvent, le patron d'entreprise, il a fondé sa légitimité sur un savoir-faire. Si le modèle économique de l'entreprise n'est plus tout à fait adapté à ce que le monde attend, il a une difficulté personnelle, qui est que c'est sa propre légitimité qui implicitement est remise en cause. Bon. Et ça, c'est super dur. C'est super dur parce qu'il lui faudrait lâcher cette source de légitimité-là pour aller en chercher une autre, ce qui serait tout à fait faisable. Hein. Mais voilà, moi, mon expérience, en tous les cas, sur les 115 entreprises que j'ai eu l'honneur de diriger, c'est vraiment que ça, c'est un mouvement très difficile. Et donc, nous, on arrive dans des entreprises où le dirigeant n'a cessé de demander aux salariés, d'ailleurs, et de se demander à lui-même, avec beaucoup d'exigence, d'en faire toujours plus. Hein. Puis, donc c'est pédalons plus fort d'un modèle qui de toute façon ne fonctionne plus, quoi. Et puis il y a aussi cette idéologie du chef invincible qui peut-être ne leur laisse plus d'espace pour exprimer une quelconque faiblesse. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais il y a peut-être cette dimension-là. Père Baudin-Roger, quand la situation est vraiment très tendue, que ce soit pour des patrons, que ce soit pour des salariés, est-ce qu'il faut se contenter, ce qui est déjà bien, hein, je ne dis pas que c'est voilà, mais est-ce qu'il faut se contenter de mettre en place des cellules psychologiques et puis, ou sinon quelles sont les alternatives? Je pense que quand ça va mal, il faut quand on perd de l'argent chaque mois, le cash baisse, il y a des mesures de maintien en vie qui sont nécessaires. Le problème, c'est que
l'entreprise disons la réduction des coûts pour rétablir une profitabilité ou au moins limiter les pertes, ça n'assure pas une pérennité, et que le ressort fondamental de l'entreprise, ce n'est pas sa capacité à faire des économies, mais c'est sa capacité à créer. Alors j'aime bien citer ces chiffres, vous voyez, pour vous rendre compte que, par exemple, chez SEB, je crois que 80% du chiffre d'affaires est fait avec des produits de moins de 3 ans. Alors vous allez me dire, chez SEB, ça tourne très vite. Oui, mais chez Air Liquide, 50% du chiffre d'affaires est fait avec des produits de moins de 8 ans. Ça veut dire que, vous voyez, chaque année, Air Liquide doit inventer à peu près 10% de son chiffre d'affaires. Vous voyez. Et donc, on voit bien que cette création, c'est ça, doit être le souci premier du dirigeant. Alors, la difficulté, c'est que cette création, elle relève d'une alchimie tout à fait mystérieuse et qui suppose aussi une certaine intelligence de la part du dirigeant des métiers ou des activités de ses employés, des compétences qu'ils n'ont pas toujours, en particulier lorsqu'ils viennent d'autres secteurs ou lorsque ce sont des gestionnaires ou des financiers. Et là, on est devant des problèmes assez délicats. Alors, je parlais à l'instant des patrons de PME. C'est vrai que restructuration, encore une fois, ça n'est pas que les grands groupes. Vous citiez Air Liquide ou SEB, mais il y a d'autres structures qui sont concernées. Et dans une PME, à l'inverse d'un grand groupe, justement, il y a moins de distance quand on doit annoncer un licenciement. Il faut souvent affronter, on parlait de la souffrance des patrons, il faut souvent affronter la souffrance des salariés dans un réel face-à-face. Michel Rességuier, Frédéric Bonneton, est-ce que l'un et l'autre, vous avez, j'imagine que c'est le cas, mais est-ce que vous avez dû vivre ce difficile exercice? Comment est-ce que vous l'avez vécu, et est-ce que cette responsabilité, elle peut parfois aller jusqu'à de la culpabilité? Culpabilité, non, parce qu'on le fait pour soigner l'entreprise, hein, donc ça c'est pas le cas. Heureusement qu'on le fait pas, parce que si on était nous-mêmes écrasés par la culpabilité, pour le coup on ne pourrait plus porter la difficulté des autres, quoi. En revanche, il est clair qu'on ne peut pas rester distant par rapport à ce que vivent les salariés. C'est-à-dire que on ne peut pas dire à un groupe une communauté d'hommes et de femmes, je vais rester sur ce mot-là, changer, ça ira mieux, quoi. Il faut faire le chemin avec eux. Et donc on le fait pas, on le fait à sa place, de patron. Mais par exemple, moi une chose que je fais systématiquement, c'est de réunir tout le middle management, donc c'est les gens de maîtrise, les responsables de machines, les responsables de maintenance, enfin des gens voilà, sur le terrain, tous les mois pendant une journée, pour partager comment nous vivons les uns les autres ce qui est en train de se produire, donc toute la phase d'incertitude, donc on ne sait pas ce qu'il faut faire, puis éventuellement la phase de plan social quand il faut en mettre en place. Vous faites une parfaite transition pour la dernière partie de ce débat sur le naissance. Je vais rajouter un élément, c'est qu'il y a quand même, bien sûr, vous arrivez des entreprises, elles sont souvent, je pense, il y a du travail à faire et des restructurations à faire, mais je pense quand même que le dirigeant qui amène sa boîte au bord du gouffre, voire au dépôt de bilan, il a quand même une responsabilité qui est engagée. Les dirigeants de Kodak qui n'ont pas vu venir la transformation de leur marché, ils sont quand même responsables de la faillite de leur boîte. Mais la façon dont vous exprimez pourrait conduire à une confusion, me semble-t-il, entre responsabilité et culpabilité. Donc je pense qu'il faut clarifier le vocabulaire, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Et je vais vous dire, c'est un vrai mal français, ça. C'est-à-dire que moi, c'est un des trucs que je travaille dès les premiers jours de mon arrivée. C'est de partager avec les salariés le cas Georgina Dufoy, qui me semble extrêmement emblématique de la France, d'un ministre qui dit, en supposant qu'elle dise la vérité, « J'étais patronne, donc je suis responsable, je n'étais pas au courant, donc je ne me sens pas coupable ». Et moi, je pense qu'elle a raison de dire ça. C'est extrêmement important. Et dans les autres pays, d'ailleurs, quand moi je suis patron en Suisse, quand je suis patron en Suède, quand je suis patron en Allemagne, quand je suis patron n'importe où, en Roumanie, je n'ai pas ce problème, quoi. Il y a un vrai sujet local, là, qu'il faut traiter, parce que si à chaque fois que je prends une responsabilité, je suis coupable, moi, je me débine, hein. Je ne prends pas de responsabilité. Il y a quand même une responsabilité de l'entreprise que nous, on constate quand il y a un plan social avec des gens qui n'ont pas été formés pendant 25 ans et qui, là, ne vont pas retrouver. Mais alors justement, sur cette question... C'est une responsabilité et il y a sûrement une culpabilité derrière. Sur cette question, Frédéric, la loi en France, à l'heure actuelle, du moins prend, et ça m'étonnerait que ça évolue, prend en considération la situation des salariés. Pour faire simple, quand on est une femme célibataire avec 4 enfants à charge et 30 ans d'ancienneté, on a peu de malchance, non pas peu de chance, peu de malchance de partir la première. Et je pense que c'est intéressant pour nous tous qui sommes peu familiers avec ces processus, de comprendre comment est-ce qu'on définit l'ordre des départs dans le cadre des plans sociaux. Est-ce que les modèles qui sont à l'œuvre vous paraissent satisfaisants?
Alors nous, de l'expérience qu'on en a eue là au cours de ces 2 ans d'études, c'est que les meilleurs modèles, c'est quand ce sont les collaborateurs qui, entre eux, vous disent « voilà la liste ». Parce que ça arrive souvent, ça Bah, que ce soit les collaborateurs ça devrait arriver plus souvent. C'est pas légal, mais ça peut se produire. Et quand ça se produit, ben justement, elle a 4 enfants, mais en fait, elle rêve d'arrêter. Et en plus, elle est mariée dans des conditions qui ont même. Par contre, lui, etc., etc. Et donc là, ça se passe évidemment de manière plus satisfaisante que d'avoir une règle arbitraire qui, de toute façon, même si elle peut paraître bien sur le papier, ne correspond pas forcément à la réalité. Absolument. Je trouve que vous mettez le doigt sur un point qui me paraît très important, c'est que ce sont les salariés qui sont les meilleurs connaisseurs de l'entreprise. Et je me réjouis de voir qu'on avance progressivement vers des modes d'organisation et de fonctionnement, y compris vers des modes de gouvernance, où les salariés, au titre de salariés, prennent davantage de place dans les décisions. Et même économiquement, et d'abord économiquement, ça n'est pas rationnel de se priver des apports de ceux qui sont les meilleurs connaisseurs d'entreprise. Il faut... Vous avez raison, ils prennent davantage de place, mais c'est aussi le fruit d'une maturation. Et justement, Michel Rességuier, c'est vrai qu'il y a des textes, on a vu, qui encadrent ces procédures, mais comment est-ce qu'on peut impliquer davantage les salariés dans l'entreprise? Vous dites, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il faut impérativement un collectif d'hommes et de femmes pour faire bouger les lignes. Vous dites aussi que c'est important de faire mûrir une prise de conscience. Précisément, comment est-ce qu'on y parvient? Comment est-ce qu'on sensibilise les salariés de l'entreprise au fait que cette restructuration a du sens? Comment est-ce qu'on les sensibilise? On vient de le voir, au fait que c'est pertinent que peut-être tel ou tel parte avant tel ou tel. Comment s'effectue concrètement sur le terrain cette prise de conscience? Ce que je peux dire, c'est quel chemin amont nous on prend avec eux. Il repose essentiellement sur 2 aspects. Le premier, c'est d'autoriser tout le monde, en dehors de toute voie hiérarchique, à se saisir de tout sujet d'amélioration de la vie de l'entreprise. Alors, il faut définir ce que c'est qu'une amélioration. Donc, il y a quand même un cadre à fixer, un cadre minimum. C'est pas acheter une voiture de fonction plus grosse pour le groupe qui se serait saisi de cette opportunité. Et puis, il y a quelques règles du jeu de type, si je mets en place une action d'amélioration de l'entreprise, je vérifie que ça ne vient pas impacter un service collatéral qui n'a pas eu son mot à dire. C'est une bonne idée de réduire les stocks pour gagner en trésorerie, mais si le commercial, du coup, n'arrive plus à vendre parce qu'il ne livre pas à temps, ça ne le fait pas. Donc ça se tient. Donc, faut que ça se tienne. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que tous les managers sont parfaitement en phase avec cette idée de lâcher prise? Parce que ça implique un certain lâcher prise, et quelles sont les difficultés qui peuvent se présenter quand, justement, ils ne souhaitent pas... Bien sûr que non. Et nous, ça nous amène à un accompagnement particulier du management de l'entreprise pour les laisser... pour laisser exister cette prise d'initiative qui va jusqu'à l'action. Puisque du coup, je dirais, il y a le business as usual, pardon pour cet anglicisme à mon tour, il y a le quotidien, on va dire, qui continue à fonctionner selon le modèle ancien, puisque tant qu'on n'a pas changé de stratégie et qu'on n'a pas vu ce qu'il fallait faire, de toute façon, on ne va pas tout casser. Et puis, il y a en revanche toutes les mesures d'amélioration dont n'importe qui peut se saisir hors toute voie hiérarchique. Donc, effectivement, ça suppose déjà pour les managers de se repositionner un peu dans leur rôle et leur raison d'être. Et puis, bon, sans vouloir faire de généralité, mais peut-être tous ne sont pas habitués à valoriser la légitimité de leurs interlocuteurs et à ne pas limiter le dialogue social, j'ai envie de dire, à sa plus simple expression. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour les pousser à reconnaître leurs interlocuteurs davantage? Pour moi, c'est l'autorité. Ça c'est l'exercice de l'autorité. Oui, enfin, certainement, mais je pense qu'il y a un mal. Alors là, il y a un mal certainement français, peut-être au-delà des frontières d'ailleurs, mais en tout cas très français, qu'on constate dans ces restructurations, c'est l'absence de confiance. Et vous dites, voilà, on va restructurer. Et cette absence de confiance dans le management, dans la direction générale, ça se traduit par, quand il y a un plan social, qui veut partir, tout le monde lève la main, en fait. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. Je pense que vous voulez réagir sur cette question de la confiance qui est au cœur de... En même temps, vous voyez bien que ça n'est pas au moment où on fait une restructuration qu'on va construire la confiance. La confiance, si elle n'est pas construite bien avant, c'est trop tard, en quelque sorte. Et alors, je voudrais simplement illustrer un cas qu'on avait entendu, un administrateur salarié d'un grand groupe allemand expliquer qu'ils avaient acheté une société 5 ans avant et que 5 ans après, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas les synergies, ni pour celle qui avait racheté, ni pour la société qui avait été achetée, n'avait les conditions d'un bon développement. Et donc, la discussion portait sur faut-il garder ou revendre cette société. Et il expliquait comment, après avoir discuté au conseil d'administration avec les représentants salariés, justement, la décision a été prise de revendre, mais que, vous imaginez les salariés de cette filiale à qui on dit on vous vend,
le fait que des administrateurs salariés leur disent oui, on a bien travaillé, on a bien regardé, c'est la meilleure solution pour vous, évidemment, c'est beaucoup plus facile d'accepter cette restructuration, puisque c'en est une. Justement, c'était une des questions. Si le salarié est encore là après le plan social, est-ce que finalement son pouvoir n'est pas renforcé, voire sa responsabilité? Mais ce que vous dites est très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte, alors notamment pas dans les groupes familiaux, mais dans les groupes internationaux, et on s'en est rendu compte notamment avec les personnes de la CFDT avec qui on a travaillé, c'est que la figure la plus stable dans l'entreprise, ce sont les partenaires sociaux, en fait. Parce que les directions passent, mais eux, ils restent. Et donc, ça reporte sur eux une énorme responsabilité, justement, dans l'anticipation, dans la confiance, dans le savoir et dans le fait que ces restructurations se passent bien. Et je pense qu'ils en sont vraiment conscients. Mais après... Et c'est pour ça que moi, je dis que le dialogue social doit se faire à l'échelle de tous les salariés. Parce que sinon, c'est trop lourd pour les syndicalistes. Donc, mon expérience, c'est qu'on ne peut pas les exposer comme ça. C'est des gens élus, en plus. Moi, je suis désigné par l'actionnaire. Je suis de droit actionnarial, à défaut d'être de droit divin. Eux, ils se représentent devant leurs électeurs régulièrement. Donc, ils ont aussi besoin de plaire à leurs électeurs. Donc, ils sont souvent courageux. Hein. Moi, je trouve qu'ils sont souvent courageux. Dans la plupart des entreprises que j'ai dirigées, j'ai eu des interlocuteurs de très bonne qualité. Mais je ne peux pas leur demander d'être les porteurs de mauvaises nouvelles et d'assumer ces mauvaises nouvelles parce que ce n'est pas du tout acceptable pour leurs électeurs, quoi. Mais alors, vous dites en gros qu'il faudrait impliquer davantage les autres, qu'ils soient plus engagés, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le peu d'engagement, le peu de rendement qu'ils garantissent compte tenu de leur fragilité, non seulement nuisent à la santé de l'entreprise, mais aussi qu'ils aient précisément pas envie de s'engager et de s'impliquer davantage parce qu'ils se sentent sur un siège éjectable et que finalement, il manque ce moteur essentiel dont on parlait tout à l'heure, qui est l'envie. Là, vous parlez des salariés ou des syndicalistes ? Des salariés, parce que si j'ai bien compris ce que vous dites, c'est qu'il parce que les salariés... alors, la réalité, c'est que nous, quand on rencontre tous les salariés et qu'on leur fait cette proposition, et une autre d'ailleurs, parce qu'il y avait deux pieds à mon bonhomme tout à l'heure, tous, évidemment, ne se lèvent pas en disant « super, on va participer ». Mais vous passez une situation de l'entreprise moyenne où finalement vous avez 10% de cadres dont la moitié attend en gros son chèque pour partir ou partir à la retraite, et donc 5% de gens qui tirent l'entreprise comme des fous et tous les autres qui font gentiment leurs 35 heures en regardant si tout va bien, à une situation où vous avez 25-30% de la population de l'entreprise qui prend le destin de l'entreprise en main. Et en termes d'énergie dans l'entreprise, c'est absolument radical. C'est un autre monde, oui. C'est un autre monde, absolument. Et donc, moi, je leur dis toujours, d'ailleurs, au moment où je vous parle, selon votre situation personnelle, vous allez plus ou moins participer. Peut-être que 2 ans plus tôt, vous auriez beaucoup plus participé. C'est votre collègue qui, lui, était en difficulté personnelle dans sa famille, etc., et qui, lui, n'aurait pas eu l'énergie. Bon. Donc, il se trouve que si vous avez envie, je vais pas faire un anglicisme, c'est la chance de votre vie. C'est de comprendre comment les tâches quotidiennes que vous réalisez créent ou détruisent de la valeur tous les jours. Autrement dit, de sortir d'une logique où je vous paye pour exécuter des ordres, à rentrer dans une logique où je comprends comment je crée de la valeur tous les matins quand je viens travailler. Et ça, quand même, globalement, l'être humain, ça l'intéresse, même s'il est sur un siège éjectable. Ils sont même beaucoup plus heureux. Ça, c'est sûr qu'on vit en... Il n'y a rien de plus terrible pour un salarié que d'être sous-occupé et de ne pas savoir à quoi sert son travail. Mais justement, alors après, l'autre cause de souffrance, c'est de ne pas... Parce que les salariés veulent faire du bon boulot aussi. Et parfois, ils souffrent d'être empêchés de faire le bon travail qu'ils souhaitent faire. Ils souffrent aussi parfois, parce que c'est ceux qu'on appelle les rescapés. Hein. Vous disiez, il y a ceux qui restent, sont les syndicalistes, mais ceux qu'on appelle les rescapés ou les survivants ont souvent du mal vivent assez mal la situation. Alors, certes, ils ont gardé leur poste, mais ils vivent assez mal la situation, d'une part parce qu'il arrive, qu'ils ressentent un sentiment de culpabilité, même s'ils ne mettent pas forcément des mots dessus, vis-à-vis de ceux qui sont partis, mais aussi parce qu'ils éprouvent, effectivement, vous parliez de siège éjectable, mais ils éprouvent une incertitude permanente en se sentant justement sur un siège éjectable. Et il y a des études qui ont été menées très, très sérieuses qui révèlent que leur santé est souvent altérée par ces différents ressentis, notamment le sentiment d'insécurité et d'emploi. Vous qui avez, Père, beaucoup travaillé sur les questions de confiance, comment est-ce qu'on peut apaiser la situation et éviter une perte de confiance ? Ben, je crois que la confiance, malheureusement, c'est là aussi une alchimie un petit peu mystérieuse et qui prend beaucoup de temps. Vous voyez, pourquoi est-ce que j'ai confiance en quelqu'un ? Parce que nous avons une histoire commune et que au cours de cette histoire, j'ai fait l'expérience que mon vis-à-vis, il a le souci du bien commun dont je suis partie. Alors voilà, c'est une œuvre de long terme et ça suppose de l'engagement, de la droiture et puis de l'honnêteté foncière.
Moi, je voudrais proposer une alternative à ça. Non pas que je ne sois pas d'accord, ça me paraît absolument indiscutable. Mais moi, je constate que quand je prends la responsabilité d'une entreprise, je n'ai pas de temps. Et donc, il faut quand même que je trouve le moyen de créer un lien. Et je pense que le moyen, c'est de le jouer dans l'autre sens. C'est moi qui leur fais confiance. C'est-à-dire, je ne leur demande pas de me faire confiance. Et souvent, ils me répondent ça. Ils me disent, mais pourquoi vous ferez confiance? Je dis, mais je ne vous demande absolument pas de me faire confiance. En revanche, moi, je vais vous faire confiance. Alors, il y a des signes concrets. C'est par exemple de faire de l'entreprise une maison de verre. Souvent, ils n'ont même pas accès aux informations de base. Moi, je leur dis, écoutez, tout ce que vous voulez transformer, vous aurez accès à toutes les informations que vous voulez. Bon, ça, dès que 2-3 l'ont testé, ça se sait dans toute l'entreprise. Donc, voilà. Et la logique aussi consiste à leur dire, vous pouvez prendre l'initiative que vous voulez, il faut aller jusqu'à l'action. Je ne vous demande pas votre idée, parce que avoir des idées, c'est du café du commerce. Mais l'initiative que vous voulez dans le sens de l'intérêt de l'entreprise, je veux dire, c'est moi qui leur fais confiance. Et moi, je constate que beaucoup d'hommes et de femmes répondent de façon positive à cet appel en disant, au fond, qu'est-ce que j'ai à perdre? Pour une fois qu'on me propose de comprendre le sens global de ce que je fais tous les jours. Frédéric, vous voulez réagir sur cette question de confiance, parce que vous comparez l'entreprise à un corps humain qui a besoin de vivre avec un cœur, des gestes, des mouvements. Quelle est la place de la confiance dans tout ça? Alors, avant de vous répondre à ça, je vais répondre à votre première question qui consiste à dire, il y a une restructuration, comment je recrée la confiance? On s'est rendu compte de quelque chose, de la violence, c'est pourquoi il y a une restructuration. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que c'est une décision qui arrive, on ne comprend pas pourquoi, on va faire des licenciements et nous, on va devoir continuer, mais on n'a toujours pas compris pourquoi on a licencié, parce que moi, j'ai bossé de la même manière cette année, j'ai produit autant de produits, voilà. Et donc, cette incompréhension de pourquoi il y a un licenciement, alors après, on y va, licenciement boursier, la décision du siège, etc. Cette incompréhension, elle crée le malaise, elle crée la peur, elle crée le manque de confiance, et après, pourquoi je me réengagerai? Et donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important que les gens comprennent pourquoi, d'où l'importance d'anticiper, d'en discuter, etc., etc. Et je pense que si je n'ai pas compris pourquoi une restructuration, c'est même pas la peine d'essayer de recréer de la confiance derrière. Donc ça, c'est un premier sujet. Ça, je suis tout à fait d'accord. Le phénomène des rescapés, c'est exactement ce que Frédéric vient de décrire. C'est l'absence de sens de la restructuration. Voilà. Ouais, d'ailleurs, en rescapé, j'ai un accident d'avion, je ne sais pas pourquoi, et pourquoi moi je suis vivant et les autres... C'est ça, hein, c'est exactement ça. Il y a eu un crash dans mon entreprise, je n'ai pas compris pourquoi, on ne m'a pas dit. Et donc là, on avait quand même des discussions intéressantes au sein d'Entreprise de Progrès, on avait fait venir des spécialistes de restructuration qui pouvaient avoir une posture qui consiste à dire « Non mais pourquoi on s'en moque? Ce qui compte maintenant, c'est d'être dans l'action. » Et des gens qui avaient vécu des restructurations qui disaient « Mais non, on ne s'en moque pas, il faut qu'on sache, sinon on ne fait pas le deuil, et sinon on ne recrée pas la confiance. » Donc ça, c'est il y a un manque de pédagogie, selon vous, sur ces sujets, très souvent, de ce que les gens ressentent comme un désaveu, quelque part, énorme. Et un manque d'appropriation du sens. Absolument. Je ne sais pas si c'est de la pédagogie, parce que moi je pense que pour qu'ils se l'approprient, il faut qu'ils le travaillent eux-mêmes. Il ne s'agit pas de les convaincre et de leur enseigner, il s'agit de leur permettre de le travailler. Mais ça, c'est pour après. Ça s'improvise pas. Enfin, c'est votre métier, mais ça s'improvise pas. Sur cette question de l'entreprise comme un corps humain, est-ce que vous pouvez nous développer votre analyse et quel rôle vision. Oui, alors, effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'entreprise est un corps vivant, c'est un corps social, et qu'il peut générer des maladies auto-immunes, comme tout corps. Et une des premières maladies qu'il génère, c'est ce qu'on appelle la démotivation. On en parlait, il y a 7% ou 9% des gens qui sont vraiment engagés dans leur travail en France aujourd'hui, 60% qui le font et 30% qui sont activement désengagés. Donc ça veut dire que vous allez courir un marathon avec 30% de vos organes qui ne fonctionnent pas. Ce qui est un sujet. Et les origines de cette maladie, c'est le cerveau, c'est l'absence de leadership, de vision. Donc on n'arrive pas à engager les gens, on n'arrive pas à donner du sens. Le deuxième, on va dire, c'est le sang qui n'amène pas l'oxygène de manière équitable, et c'est le système de rémunération qui, la plupart du temps, n'est pas orienté là où va l'entreprise. C'est-à-dire qu'on rémunère les gens pour aller à gauche et on dit à tout le monde on va aller à droite. Donc les gens regardent à gauche, on va faire à gauche, et puis après on leur met la pression pour aller à droite. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et le dernier, une maladie auto-immune, c'est souvent de l'environnement, c'est ce qu'on ingurgite. Et donc c'est l'incapacité de l'entreprise à aller chasser la bonne nourriture. Et donc je continue à vendre des contrats qui ne sont pas alignés, qui ne sont pas bons. Je ne m'adapte pas à mon besoin client. Je ne vends pas les bons produits. Et j'ai des tas d'exemples d'entrprises qui augmentent leur chiffre d'affaires en allant dans le mur, parce que ce n'est pas là-dessus qu'il faudrait qu'elles aillent, quoi. Sur cette question du quelque sens, chose sur l'importance du collectif et de cet aspect organique de l'entreprise. J'ai souligné tout à l'heure le côté capital de la création, qui est une activité continue de l'entreprise. Eh bien, quand vous regardez les sources de cette création, eh bien, ils sont systématiquement dans les interactions ou les interrelations entre les collaborateurs.
Alors, le truc le plus évident, c'est l'apprentissage. Le salarié expérimenté qui transfère le produit de 15-20 ans d'expérience, par exemple, un peintre au pistolet. Et toutes ces activités-là sont pleines de savoir-faire tout à fait considérables, très mystérieux, que l'on ne voit pas parce qu'il faut parfois être du métier pour les identifier. Alors, dans un registre plus large, eh bien évidemment, les innovations sont souvent le fait de la conjonction de diverses compétences qui se rejoignent, voire l'imagination qui se stimule à l'intérieur d'un groupe et qui permet d'aller au-delà de ce que chacun aurait pu imaginer. Et donc, vous voyez, ce côté organique de l'entreprise, il est aussi le foyer de sa vitalité, et en particulier dans le domaine de la création. Pour rebondir sur ce que vous dites, ce que vous appelez les restructurations positives, est-ce qu'on ne peut pas dire que dans une certaine mesure, ça permet de recréer du lien social, au sens où patrons et salariés sont amenés à chercher et à trouver ensemble des solutions? Et dans quel cas est-ce possible de recréer du lien social et donc d'envisager une restructuration qui soit vraiment positive? Vous posez une question qui est essentielle à la motivation et à la performance de l'entreprise et au rôle du manager. Mais ça me ramène à ce qu'on disait tout à l'heure sur la pression qu'a le manager aujourd'hui. Vous parliez des suicides des chefs d'entreprise. Et moi, le gros problème des entreprises à venir, ça va être sur le middle management, qui est censé créer du lien social. Le middle manager, c'est son job, mais on ne lui laisse pas le temps. On lui dit, voilà, tu as les objectifs. Et on lui donne des objectifs et en même temps, on lui dit, maintenant, attention, tu es responsable des risques psychosociaux. Et donc là, on le met dans une situation schizophrénique, ça s'appelle la double contrainte. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment des ravages là-dedans. Donc un des moyens, effectivement, c'est d'anticiper, c'est de communiquer et c'est de laisser l'espace du lien social, donc le temps, en fait, de l'écoute et du partage. Donc dans la construction d'une vision, bien sûr, mais dans la manière dont on va travailler ensemble. Oui. Il y a un point là qui est important, effectivement, qui est que nous, on prend toujours des temps et des espaces avec tous les salariés pour l'expression des ressentis, par exemple. Et c'est pas une perte de temps. Et même quand il n'y a plus de trésorerie, alors après il y a des techniques pour en refaire un peu, gagner un peu de temps, hein, mais même quand on a une situation extrême, heureusement toutes les entreprises qu'on dirige ne sont pas dans ce cas-là, on prend toujours le temps et on crée toujours des lieux pour qu'il y ait des partages de ressentis entre les personnes. Parce qu'au fond, si je comprends que quelque chose qui me tient à cœur doit changer, ça peut me faire tellement mal que je peux me mettre en travers tellement ça fait mal, quoi. Donc si je suis accueilli dans cette souffrance ou dans cette difficulté ou voilà, dans cette peine, à ce moment-là, ça devient un chemin qu'on fait ensemble et c'est beaucoup plus supportable. Vous décrivez les uns et les autres un monde qui est plutôt idéal dans la façon de dialoguer avec les salariés. C'est pas toujours, enfin idéal, en tout cas relativement humaniste. Je voudrais évoquer ce documentaire qui a été diffusé sur France 2 très récemment, qui s'intitule « Quand les actionnaires s'en prennent à nos emplois ». Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. C'est un reporter très à charge qui dénonce les restructurations qui sont liées souvent, d'après les auteurs, à la hausse des dividendes versus la baisse des effectifs. Et puisqu'on s'interrogeait sur cette question du sens, quel est le sens, comment trouver confiance, etc., on s'est interrogé aussi sur la question de la perception des Français des restructurations. Frédéric, je crois que vous avez vu le film. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, j'ai été atterré par ce reportage. Bon, atterré d'abord parce qu'il montrait, évidemment, c'était extrêmement violent, mais atterré parce qu'on en tire une généralisation. Vous voyez, c'est toujours pareil. Avec une anecdote, on fait une règle. Et en plus, il y a eu des mélanges un peu douteux de genre. Mais je pense que ça contribue complètement à l'image de l'actionnaire voyou, le patron voyou ou incompétent, d'ailleurs, parce qu'on avait les deux dans le reportage, c'est la panoplie, contre l'emploi et les pauvres salariés qui sont marchés dessus. Donc, je trouve que c'était effectivement un reportage à charge qui contribue de manière extrêmement négative à l'image de l'entreprise et en tout cas à l'image de l'actionnaire. Comment est-ce qu'on peut sortir de ces stéréotypes, justement ? D'abord, il faut quand même dire qu'il y a une réalité, ça existe. Alors après, je crois qu'aussi, il faut revenir sur un certain nombre de modes de fonctionnement qu'on a vu se développer depuis 30 ans. Et ça n'est pas opportun ou ça n'est pas propice à l'engagement des salariés de la collaboration lorsqu'il y a un dirigeant qui a des incitations extrêmement fortes liées par exemple au cours de l'action et que ces incitations sont concentrées sur sa personne parce que ça ne peut pas susciter la confiance. Je ne vais pas avoir confiance en mon médecin si je pense que son seul intérêt, c'est la valeur des parts de la clinique.
et je ne lui livrerai pas mon corps à soigner. Ouais, je pense que c'est une excellente remarque. Et il y a effectivement dans le capitalisme aujourd'hui, et nous on travaille sur les systèmes de rémunération, on voit effectivement que le système de rémunération des dirigeants est orienté sur la valeur actionnariale. Et ça crée effectivement une vision court terme qui est souvent extrêmement dommageable, d'autant plus qu'il n'y a pas d'actionnaires. Enfin, les actionnaires, c'est soit les fonds de pension qui n'ont pas une vocation à rester longtemps, qui ont une vocation de rentabilité immédiate, donc qui n'est pas du tout la vocation de la bourse. Et ça pose un problème extrêmement important. Je pense que si on changeait, vous avez tout à fait raison, le système de rémunération, ne serait-ce qu'en remettant le client au centre. Je crois que c'est le président d'une grande compagnie aérienne qui disait des salariés motivés font des clients fidèles et des actionnaires heureux. Le contraire, ça ne marche pas. Donc, si vous cherchez à faire des clients heureux, vous n'aurez pas forcément des bons consommateurs et pas des salariés. Donc, remettons les choses dans l'ordre et effectivement, travaillons sur un partage de valeur qui soit un peu différent et pas orienté sur le résultat. Ça résulte en français, ça résulte d'une opération. Le profit est un résultat, ça n'est pas un objectif. Exactement. C'est une conséquence positive. Il y a eu une excellente émission il y a 8 ou 15 jours qui s'appelait Le bonheur au travail, qui me semble être le contraire et le pendant optimiste et qui existe aussi. Je ne l'ai pas vu. C'est fantastique, je recommande à tout le monde de voir cette émission en podcast. Elle est super. Mais vous savez, quand même, 80% des salariés sont heureux d'aller travailler. Moi, je propose effectivement qu'on termine sur cette note positive et plus enthousiaste. La semaine prochaine, nous parlerons d'un sujet très différent, art et numérique. Le sujet, c'est le numérique renouvelle-t-il la création artistique? C'est différent, en effet. C'est un débat qui sera lancé à l'occasion de l'exposition qui a lieu au Collège des Bernardins, qui s'intitule « Tout est parti d'une colonne » et qui ouvrira au public le 13 mars. Je vous invite à la fois à venir la voir et puis à venir participer à ce débat, puisque, je le dis pour les téléspectateurs et les gens qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame, vous avez la possibilité de venir assister au débat au Collège des Bernardins. En tout cas, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci. Et à très bientôt. Bonne soirée à tous.